Bonjour. Au nom de Madame Mylène Lebon-Yquem, directrice de l'UFR Lettres et Sciences Humaines, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée d'études, cette seconde journée d'études. Je rappelle donc cette première journée d'études à La Réunion qui se fait suite à un colloque qui a eu lieu à Mayotte et qui précède une journée d'études qui aura lieu à Paris, comme vous le verrez dans le programme que Grégoire vous présentera tout à l'heure. Donc je vous souhaite en son nom la bienvenue et je me réjouis donc cette fois-ci en tant que vice-doyen de cette UFR de la multiplication des séminaires, journées d'études et colloques qui ont lieu depuis le mois d'octobre dans cette UFR qui montre justement cette énorme vitalité de la recherche en lettres et sciences humaines à l'Université de La Réunion et à la Fac des Lettres en particulier. Cette journée d'études aussi a une particularité, c'est qu'elle réunit deux unités de recherche. Ce n'est pas une nouveauté à l'UFR Lettres et Sciences Humaines. Souvent, nos journées d'études et nos colloques sont organisés par 2, voire 3 unités de recherche qui travaillent ensemble. Mais la particularité, c'est que pour la première fois, en tout cas depuis très très longtemps, c'est une journée d'études organisée par une unité de recherche de la faculté de droit, le CRJ, le Centre de recherche juridique, représenté ici par Élise Ralzer, qui a l'initiative de cette recherche sur la coutume, et par donc le LCF, le laboratoire de recherche sur les espaces et créolophones, dont Grégoire vous parlera tout à l'heure, sans doute. Donc moi, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cela va se dérouler dans des conditions merveilleuses, que nous apprendrons plein de choses. Je dois vous dire d'ores et déjà que je dois aller repartir parce qu'il se trouve que je participe aujourd'hui à 2 journées d'études. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mal calculé mon coût. C'est pas grave. Une journée d'études organisée par le LCF et dire sur les problèmes de couleur, colorisation et colonisation. Voilà, je passe donc la parole à Jean-Marc Rixot, qui est le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et études politiques. Non, c'est le fil, non? Attends, il vient d'où? Ou alors je me déplace plus. Ah bah ok, on va prendre. Non, le micro à la main là-dessus. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour ton introduction, Carpanin. Juste une petite chose, et ça arrive très fréquemment. Notre faculté donc, est une faculté de droit et d'économie, mais pas de sciences politiques. Mais on l'entend à chaque fois sous différentes versions. Et bien souvent d'ailleurs, ce que tu n'as pas fait, on nommait la partie économie, on en appelle la faculté de droit, ce qui vexe profondément les économistes de ma composante. C'est bien la première fois que je participe à l'ouverture d'un colloque au sein de la faculté de lettres et de sciences humaines. Et j'en suis ravi. J'ouvre beaucoup de colloques depuis que je suis doyen, donc dans ma composante. Et je dois dire que l'immense majorité de ces colloques émanent de la filière droit, qui est une filière particulièrement prolixe en matière de colloques, puisque on a environ un colloque ou une journée d'études par mois en moyenne sur 12 mois, et que 9 sur 10, et encore je suis gentil pour les économistes, émanent des juristes. Cette journée symbolise à merveille les liens qui existent entre nous, qui appartenons à la grande famille des sciences humaines et sociales. Et je suis ravi de constater que nos manifestations rassemblent de plus en plus et de plus en plus souvent des chercheurs émanant d'horizons différents. Il est rare quand même que nous ayons une telle connexion, effectivement, comme disait Carpanin, entre deux centres de recherche pour mener une étude dans laquelle finalement on est à égalité. J'ai regardé un peu le nombre d'interventions, et ça encore c'est un motif de grande satisfaction. Donc je voudrais remercier publiquement les 4
organisateurs. En tout cas, ce sont les 4 noms qui apparaissent sur le programme de cette journée, ces journées d'études, puisqu'il y en a 2, et 3 peut-être si on ajoute la restitution qui a déjà été opérée à Mayotte, et en particulier donc ceux issus de ma composante, Élise Ralzer, ici présente, et Rémi Baru-Ebelou, qui lui sera présent lors de la dernière journée. Voilà, je ne ferai pas plus long, je vous souhaite de très fructueux échanges. Et puis je vous dis à tout à l'heure, puisque si je ne m'abuse, vous rejoindrez tout à l'heure notre salle des conseils pour la pause déjeuner. Merci de me céder la parole, monsieur le doyen. Monsieur le doyen de la faculté de droit et d'économie, mais qui comporte aussi un champ de sciences politiques bien représenté en son sein, qu'on souhaite d'ailleurs voir grandir. Monsieur le vice-doyen de la composante, de la faculté des lettres et sciences humaines, chers collègues organisateurs, je représente, comme vous le voyez, le président de l'université pour vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier pour cette belle organisation, alors d'un événement important. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue aux uns, aux autres, aux étudiants, et selon la formule consacrée, à vous tous en vos titres, grades et qualités. Et ayant dit cela, eh bien, nous sommes déjà dans le thème de la coutume, en réalité. Alors le géographe qui vous parle est curieusement attiré depuis longtemps par cette question de la coutume, alors même qu'elle est partagée, on vient de le dire, historiquement, depuis les écrits de Lévi-Strauss, de Leroy-Ladurie, dans son article célèbre de 1972 sur le thème, par 3 communautés scientifiques, les juristes, évidemment, les anthropologues, et puis, évidemment, les historiens. Et ce qui choque le géographe, c'est que finalement, la question spatiale, l'approche, l'angle d'attaque géographique, est peu traité, voire pas traité. Alors, j'ai quelques exceptions en tête. Maximilien Sort, un géographe qui a écrit dans les années 50, 55, 60, qui disait, je le cite, il liait en fait de façon heureuse les causes de la géographie des institutions juridiques aux conditions d'établissement des groupes humains. Donc il y a effectivement des connexions importantes, mais qui bizarrement n'ont jamais été véritablement explorées en géographie. Si je m'étonne de cela, et je partage cette pensée en quelques mots avec vous pour essayer de dire quelque chose d'intéressant, ce qui aussi est assez inhabituel dans la coutume, puisque dans ces formules de politesse, bon, on remercie tout le monde et on s'en va. C'est finalement que les lieux de la coutume me paraissent d'une importance première. Comme si finalement l'ancrage spatial avait aussi quelque part un sens dans cette question de la coutume. Alors je vais prendre 2 exemples pour ne pas être trop long. Nous sommes dans l'université, au lieu de la culture et au lieu de la coutume. Je fréquente depuis longtemps, mais comme mes collègues bien sûr, nos collègues scientifiques. Alors scientifiques, nous en sommes tous, mais scientifiques des sciences dures et expérimentales. La semaine dernière encore, nous avions la chance d'accueillir un prix Nobel de physique, Michel Mayor, qui a découvert la première exoplanète. J'assistais à la Cité du Volcan à une conférence tout à fait passionnante sur les trous noirs, avec un autre grand nom de la cosmologie. Eh bien, la coutume dans ces réunions scientifiques, de scientifiques des sciences exactes ou des sciences dures, c'est tout simplement de ne jamais porter la cravate. Voilà, voilà. À l'autre extrême, quand on remet les diplômes en fac de droit, là, c'est la coutume par excellence, où on voit des toches de toutes les couleurs. C'est très joli d'ailleurs. Et quelque part, ces lieux où s'affirme la coutume, et puis ces lieux où elle disparaît, vous voyez que même dans le champ universitaire, pour reprendre le vocable bourdieusien, c'est visible. Il y a parfois la coutume qui s'affiche, qui se montre, et puis la coutume qui se dissout. Et finalement, on peut faire le parallèle dans bien des domaines.
J'étais, c'est mon deuxième exemple, il y a 3 semaines environ, un mois, à Saint-Pierre, dans la très belle salle Carvegen, à l'occasion d'une réunion qui réunissait des politiques. Des politiques, beaucoup de fonctionnaires territoriaux, alors sur un thème important, pour le coup, le développement des Hauts de la Réunion et l'accès difficile aux fonds européens, FEDER, comme quoi tout le monde a du mal à aller chercher le FEDER, ou à se le faire rembourser. Et puis, dans cette réunion, à un moment donné, il y avait, je crois, 80 personnes, essentiellement, évidemment, des Réunionnais impliqués dans la politique, dans l'organisation de leur territoire. Une jeune femme prend la parole et dit « Toute bande de moun, ils causent français. Zordi, mi casse les codes, ils causent créole. Et si Bana, il ne comprend pas, demande à moi. » Et c'était assez extraordinaire d'entendre dire ça, parce que 99,5% des auditeurs comprenaient ce qu'elle disait en créole, évidemment. Peut-être un fonctionnaire aux oreilles de l'ADAL qui venait d'arriver. Mais ce lieu-là empêchait, par la coutume, l'usage du créole. Comme si son inscription dans un lieu de pouvoir, ou dans tous les cas ce qu'elle ressentait comme un lieu de pouvoir, c'était la représentante d'une association d'éducation populaire. Comme si sa présence dans ce lieu de pouvoir la poussait vers une obligation d'utiliser le français, mais comme elle souhaitait casser les codes, eh bien, elle le disait en créole. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle en tant que géographe. Où sont les lieux d'affirmation de la coutume? Où sont les lieux où la coutume se dissout? Un dernier exemple, et je termine là-dessus. On se réunissait pour le développement et l'aménagement des Hauts. Dans les Hauts de la Réunion, on mise beaucoup sur l'agritourisme, l'accueil à la ferme, etc., au lieu de la coutume réunionnaise, et notamment de la coutume culinaire. Ça prend une place très importante dans la culture réunionnaise. Et ailleurs, dans les bas, la coutume se dissout dès lors qu'on pousse la porte d'un McDo. Et c'est quelque chose de tout à fait prégnant depuis quelques années, malheureusement, sur notre territoire et partout dans le monde. Donc voilà, je termine là-dessus, sur ce questionnement que je voulais partager avec vous ce matin, parce que c'était le lieu de le faire, sur les ancrages géographiques de la coutume, les lieux de la coutume, où elle s'affirme, où elle se dissout. Alors j'ai vu dans le programme une intervention proprement géographique, la migration à la coutume. Bon, là, on est bel et bien en train de parler de l'espace géographique, et j'espère d'ailleurs pouvoir assister à cette communication si mon emploi du temps le permet, et si ça tombe bien dans l'agenda. Je vous remercie de votre attention, et j'espère que nos amis juristes n'ont pas été choqués par mes propos, mais vous me connaissez, j'ai coutume de dire ce que je pense, en toutes circonstances. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président du CAC. Et je passe maintenant la parole à Grégoire Molinati, organisateur de cette journée et directeur adjoint du LCF. Merci Carpana, merci Gilles, merci pour cette introduction. Donc bienvenue à toutes et à tous à ce colloque, merci d'être présents. Je tiens tout d'abord à remercier Élise Ralzer qui est vraiment à l'initiative de ce dialogue, je dirais, entre disciplines. Alors, effectivement, ça a été rappelé, ce travail-là qu'on commence à initier vient après un travail d'expertise qui a été réalisé sur la coutume à Mayotte, un travail de 2 ans qui a donné lieu à une restitution publique en juin dernier au Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, où déjà, dans ce travail d'expertise, était envisagée une approche pluridisciplinaire, même s'il était à dominante juridique. Je pense que les chercheurs, les praticiens du droit qui ont participé à ce processus d'expertise ont très vite senti, et je pense particulièrement à Élise, la nécessité d'ouvrir l'objet de la coutume à d'autres disciplines. Alors ça me paraît extrêmement intéressant
Gilles Lajoie parlait des lieux spatiaux à travers lesquels on peut envisager la question de la coutume. Ce qui me paraît, moi, ici intéressant et de manière complémentaire, c'est les lieux épistémologiques, depuis où on parle quand on envisage les questions de la coutume. En fait, on pourrait dire que on peut identifier tous la coutume de l'autre, mais comme l'autre peut identifier ce qui pour nous n'est pas de la coutume comme une coutume, en s'y maîtrisant d'une certaine manière. Donc je pense que cette question cet objet de la coutume nous amène dans la pluridisciplinarité à pouvoir affirmer, discuter nos points de vue épistémologiques divers et variés, et je crois que c'est le principal intérêt de ce rapprochement, de ce projet de recherche qui se monte là autour de la coutume dans l'océan Indien. Donc il y a un élargissement disciplinaire, un élargissement géographique, puisqu'il ne s'agit plus d'envisager la question que du point de vue de Mayotte, même si on s'appuiera évidemment sur ce qui a déjà été travaillé à Mayotte. Et donc c'est ce qui explique aujourd'hui ces 2 journées d'études, hein, une à La Réunion aujourd'hui, puis à Paris dans une dizaine de jours. Alors je ne serai pas très long, simplement pour préciser comment ont été organisées, rassemblées les différentes interventions qui auront lieu aujourd'hui. Une première matinée qui va être consacrée surtout à une approche anthropologique et juridique des questions coutumières, avec donc 4 interventions de collègues juristes et anthropologues. Et puis cet après-midi sera plus consacré à des regards de différents chercheurs en sciences de l'information et de la communication qui se sont penchés justement sur l'expertise juridique et anthropologique de la place de la coutume à Mayotte. Voilà, je vous souhaite donc un très bon colloque et on va inviter tout de suite les premiers intervenants, à savoir Sophia Nori, Emiliano Tamanoro. Donc cette première partie s'intitule, elle va être présidée par Hélène, excusez-moi. Pongérard, qui est où Hélène ? Je ne connais pas Hélène. Comme quoi on peut travailler dans le même établissement sans se connaître. Hélène Pongérard-Payette, et qui interviendront Sophia Nori, Emilien Taindro, Geoffrey Gilotto et Colin Robin. Merci à vous.